Alors, le zéro artificialisation net, c'est d'abord un défi pour nous. C'est un défi parce que, à la fois, on est, je pense, tous conscients de la nécessité de réduire fortement et d'arrêter finalement la consommation foncière sans fin liée à l'urbanisation, qu'elle soit pour l'habitat ou pour l'activité économique. Et en même temps, c'est un défi parce qu'on ne sait pas comment y parvenir. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. On sait comment réduire parce qu'on le fait déjà. C'est un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette diminution de l'artificialisation des sols, elle est déjà entamée. Mais malgré tout, on reste sur un modèle de développement d'urbanisation qui s'appuie sur l'artificialisation des sols croissante. Donc même si le rythme d'artificialisation diminue, parce que c'est un travail qui est déjà fait par les plans d'urbanisme, par les stratégies d'aménagement du territoire, malgré tout, elle se poursuit. Donc comment on va arriver à un modèle de développement qui répond aux besoins de la population, des logements, des emplois, etc. Comment parvenir à ça sans artificialiser davantage les sols? Pour le moment, c'est un défi qu'on ne sait pas encore relever. Mais on y travaille, on s'y attelle parce qu'on est convaincu que c'est une nécessité. On ne peut pas indéfiniment poursuivre l'artificialisation de nos sols au détriment des espaces naturels, des impacts sur la biodiversité et puis des besoins de notre agriculture. Alors il y a toujours eu et il y aura toujours une forme de concurrence entre les territoires. Ça c'est la première chose, une concurrence dont parfois, qui se joue même parfois à l'insu des élus locaux, puisque cette concurrence elle est d'abord aussi menée par les acteurs économiques ou les habitants, les citoyens, qui lorsqu'ils veulent choisir leur lieu d'implantation, leur lieu d'habitat, eh bien, ils vont comparer les territoires entre eux, ils vont essayer de trouver le territoire qui correspond le mieux à leurs besoins, mais aussi à leurs aspirations, etc. Donc il faut, je pense, resituer cette question de la concurrence entre les territoires, non pas comme une sorte de course effrénée entre les collectivités qui veulent capter le meilleur. Il y a bien sûr cette dimension-là, mais il y a aussi quelque chose qui s'impose à nous en tant qu'élus et qui fait qu'on va être plus ou moins choisi par les acteurs économiques ou les habitants. Ça, c'est la première partie que je voulais évoquer. L'autre chose que je voulais évoquer, c'est que chaque territoire a son identité, a sa dimension propre, et ce qui n'empêche pas du tout son potentiel de développement, mais une ville comme Angers n'a pas le même potentiel de développement et la même vocation, d'une certaine manière, qu'une ville comme Nantes ou Rennes, par exemple, ou La Roche-sur-Yon, ou Le Mans. Et donc chacun doit, je crois, bien identifier ce que sont ses forces, ses faiblesses, qui fait sa qualité pour ensuite capitaliser là-dessus et faire des choix qui correspondent à cette identité, qui permettent de développer finalement une attractivité qui soit, j'allais dire, un peu saine, quoi. C'est-à-dire qui permettent à ce territoire d'être à l'avenir plus résilient, de continuer à être attractif pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons, si je puis dire, et puis aussi d'être attentif au devenir de la qualité de vie des gens qui sont déjà sur le territoire. Parce que on pense souvent à on se bat pour attirer des nouveaux habitants ou des nouvelles entreprises, mais il faut aussi que ça se fasse dans le respect de la qualité de vie, du confort de vie, et puis des particularités de l'identité d'un territoire tel qu'il est perçu et vécu par les gens qui habitent déjà sur ce territoire. C'est aussi un impératif pour nous, les élus. Donc à partir de là, nous à Angers, ce qu'on cherche à cultiver, c'est notre identité angevine, qui est une forme d'équilibre, qui n'est pas que de la douceur angevine, qui n'est pas non plus que de la recherche effrénée d'un dynamisme, d'un développement à tout crin, mais de trouver à développer cet équilibre. Voilà, c'est une croissance à la fois qu'on veut forte, mais maîtrisée, quoi, si je puis dire. Et c'est pas facile parce que quand la demande est forte, par exemple sur le logement, eh bien, si on ne suit pas à un rythme suffisant, eh bien, on voit tout de suite les prix qui s'envolent. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus courir après une demande toujours plus forte et alimenter ce qui pourrait être une forme de spéculation ou de course en avant dont on ne veut pas non plus parce qu'elle ne ressemblerait pas à la fin à ce qu'est véritablement Angers et son territoire. Donc la deuxième dimension de cette question de la concurrence entre les territoires, c'est bien sûr celle de la différence de développement ou la divergence parfois de développement entre
la ville-centre et sa première, deuxième, troisième couronne, entre l'urbain et le rural, par exemple. Et cette question-là, je pense qu'elle a encore besoin d'être travaillée par les acteurs politiques, les acteurs de l'aménagement, parce que c'est vrai qu'on arrive peut-être au bout d'un modèle qui a beaucoup promu ou subi le développement, l'attractivité des métropoles. Et on voit bien les limites que ça représente. Les limites parce que d'abord les habitants ont tendance plutôt à fuir les métropoles pour les inconvénients que ça représente sur la vie quotidienne, sur la mobilité, etc. Et pour autant, ils sont quand même un peu aimantés par la vie des métropoles, les services publics, les emplois, l'activité, etc. Donc je pense qu'on a besoin encore de travail sur le sujet. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Et puis dans l'Ouest, on est quand même un modèle de développement assez équilibré entre, pour le dire rapidement, l'urbain et le rural. Et c'est quelque chose, je pense, auquel il faut vraiment réfléchir et sur lequel il faut agir en tant qu'élu et en tant qu'acteur de l'aménagement à l'avenir. C'est d'assurer un bon maillage, un bon réseau de développement des villes moyennes et d'armature de développement des villes moyennes avec des polarités de premier, deuxième, troisième rang, si je puis dire, pour permettre que ce développement équilibré puisse se poursuivre. Voilà. Et assurer une bonne utilisation des espaces disponibles sur le territoire. Je pense que ça contribuera vraiment à limiter, plutôt à répondre à cet impératif de moindre artificialisation et même de zéro artificialisation nette à terme. Ça sera davantage se préoccuper de qu'est-ce qui est déjà artificialisé ou qu'est-ce qui constitue déjà des centres, des polarités de vie et d'activité sur le territoire, et comment est-ce qu'on peut mieux les articuler entre elles sans forcément que ça se traduise par que ce développement se traduise par une croissance toujours sans limite des métropoles dont on voit bien qu'elle a un revers, une face cachée, si je puis dire, qui est celle de la paupérisation, de la désertification des espaces ruraux ou de deuxième, troisième couronne. Alors la question du prix de l'immobilier, du prix de sortie des biens en fait, et comment il impacte le pouvoir d'achat et quelle part ça prend dans le budget des ménages, ça aussi c'est un autre défi. Parce que comment est-ce qu'on arrive à tout faire? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des logements, d'abord une production de logements qui soit plus respectueuse de l'environnement, bilan carbone, performance énergétique, performance environnementale, qualité d'usage, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça avec un foncier qui est de plus en plus coûteux, parce que finalement, plus on va aller en renouvellement urbain et plutôt qu'en extension urbaine, forcément on est sur du foncier qui a déjà une valeur à la base qui est plus élevé que celui de la terre agricole ou de la terre naturelle qu'on urbanise. Donc on voit bien qu'il y a cet aspect de l'équation, et dans le même temps, conserver des prix de sortie qui restent modérés, ou en tout cas maîtrisés. On voit bien que ça peut être contradictoire. Et nous savons que les professionnels de la construction parfois pointent du doigt cette contradiction qui consiste à demander de faire plus de qualité et en même temps des prix maîtrisés. Donc là aussi on est sur une ligne de crête, sur un défi à relever. C'est quelque chose, moi je pense, qui passe aussi par la nécessité d'arriver à ne pas être dogmatique, à pas chercher aussi à faire toujours plus que la norme existante, si on arrive déjà à faire la norme existante, à être pragmatique dans la manière de mener les opérations, mais c'est un défi qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'élus, que collectivité, parce qu'on voit bien que cette part du prix de l'immobilier dans le budget des ménages, dans le patrimoine des ménages, prend une part toujours plus importante, et c'est pas propre à nos villes ici, à Angers ou dans l'Ouest, et c'est vrai aussi dans toutes les villes françaises. Donc c'est alimenté par d'autres phénomènes extérieurs. Il y a peut-être besoin de retravailler les dispositifs de défiscalisation tels qu'ils sont conçus. Les taux d'intérêt alimentent aussi cette dynamique, etc. Donc c'est multifactoriel, c'est pas simple à maîtriser, mais c'est une préoccupation constante, et on sait, nous les élus, qu'elle est aussi partagée par les professionnels de l'immobilier. Donc c'est ensemble qu'on trouvera les solutions d'avancer dans la bonne voie pour y parvenir.